Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vois qu'on a déjà du monde de connecté. J'espère que vous allez bien, qu'il ne fait pas trop chaud, parce que la France connaît des températures assez élevées ces derniers jours. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau rendez-vous résilience. Je vais laisser quelques instants pour voir si d'autres personnes se connectent pour laisser un tout petit peu de temps. Mais en tout cas, ravie à nouveau de pouvoir vous accueillir pour ce rendez-vous Échangeons ensemble avec Résilience. Et nous allons parler ce soir d'alimentation. J'espère que vous êtes assis confortablement et nous allons être ensemble pour l'heure qui vient. Donc, je vais introduire tranquillement la thématique de ce soir. Donc, comme je le disais, nous allons parler ensemble d'alimentation. Face à un cancer, l'alimentation peut rapidement devenir source de doute, de fatigue ou même de stress. Pourtant, bien manger reste un levier essentiel pour optimiser le bénéfice des traitements médicaux, soutenir le corps, se faire plaisir et retrouver un sentiment de contrôle dans son quotidien. À l'automne dernier, nous avions échangé avec le docteur Reynard sur la nutrition et les croyances associées face au cancer. Aujourd'hui, nous parlerons ensemble de l'organisation de la cuisine, d'astuces pour faire ses courses, de méthodes de cuisson, du plaisir de manger bien sûr, d'astuces, du rôle souvent clé des proches. Bref, tous les aspects pratiques et humains qu'on va aborder ensemble, sans oublier la diversité des cultures culinaires. Je me présente en quelques mots. Anne-Sophie, je travaille chez Résilience et je représente les patients. J'ai cofondé moi-même, je suis moi-même ancien patient, j'ai cofondé une association en 2013 pour accompagner les jeunes face au cancer. Je suis engagée depuis une douzaine d'années sur les sujets patients, cancer et maladies chroniques. Et aujourd'hui, je ne me base pas sur ma unique expérience personnelle, je parle au nom de milliers de retours collectés sur le chemin. À mes côtés pour ce rendez-vous ce soir, j'ai la chance d'avoir le professeur Philippe Pouillard, docteur en immunopharmacologie et chef cuisinier, qui partagera avec nous ses conseils concrets pour soigner son assiette pendant la maladie. Enfin, nous avons également en coulisses avec nous Lucie et Sarah, qui seront également à votre écoute pour modérer les questions que vous poserez dans le chat, auxquelles nous répondrons au fil de la conversation. Petit avertissement que l'on fait à chaque rendez-vous, merci d'éviter des questions concernant particulièrement votre parcours de soins, étant donné qu'on est sur une approche générale et que le professeur Pouillard n'est pas votre médecin traitant. Nous vous invitons à aborder vos questions, à ajouter vos questions directement dans la partie questions en bas de l'écran sur la droite. Je les partagerai au fil de la conversation. Professeur Pouillard, je vous laisse vous présenter et dire quelques mots sur la thématique de ce soir. Content d'être avec vous, de retrouver Résilience parce qu'effectivement, nous nous connaissons maintenant depuis longtemps. J'espère que vous m'entendez bien déjà, donc Anne-Sophie, parfait. Content d'être avec vous pendant cette heure où j'espère pouvoir vous faire avancer dans vos questions. N'hésitez pas à poser vous-même des questions, on le verra ensemble. On va aborder les choses, c'est Anne-Sophie qui est la maîtresse de la séance et on va pouvoir, j'espère, aller dans les réponses qui vous seront utiles au quotidien, parce que c'est ça. Ici, on est à Unilassal. Je suis dans un laboratoire qui n'est autre qu'une cuisine avec un restaurant d'application et qui nous sert à travailler avec les malades. Nous apprenons des malades en oncologie et autres spécialités dont nous sommes experts ici. Depuis 2010, en fait, nous nous apesantissons sur la pathologie cancéreuse. Et dans ce laboratoire, il y a des gens qui travaillent en ce moment à côté de moi et ils apprennent, quant à eux, techniquement, sont des professionnels, à bien cuisiner pour les malades au cours de leur parcours de soins. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être à la maison. On sait que maintenant, l'hôpital, c'est aussi la maison, bien souvent. Et même fort heureusement, j'ai envie de dire. Et donc, en fait, je suis docteur en immunopharmacologie, ce qui me permet, avec cette thèse, de pouvoir comprendre le soin, comprendre la science. Non, je ne suis pas médecin, généraliste ou spécialiste. J'ai une thèse qui me permet de travailler, en fait, sur les problématiques de cancer. Ça a été tout le long de ma carrière à l'INSERM, au CNRS, maintenant à l'Institut Polytechnique Unilassal, duquel cette émission est connectée. Je suis effectivement chef cuisinier. Oui, c'est pas courant. On doit être une dizaine en France à se targuer de cela. Enfin, je m'en targue pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de transmettre. Donc, effectivement, transmettre des choses sérieuses.
pour la restauration et l'hôtellerie de santé, mais aussi pour vous à la maison. Ça veut dire qu'il faut que ce soit crédible par un chef, par un médecin, par un pharmacien, par une diététicienne, puis par vous-même, qui êtes avant tout les experts de votre parcours de soins, et donc, en boucle, et je vais laisser Anne-Sophie reprendre, d'apprendre à vos côtés pour redistiller, reformuler les questions et pouvoir vous retransmettre, alors à travers des webinaires comme ce soir, à travers des cookinaires quand je cuisine directement à domicile, comme un certain Cyril Lignac le ferait sur une chaîne très connue, ou à travers des ouvrages grand public ou spécialisés, on en reparlera plus tard. Très bien. Eh bien, merveilleux. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Il se trouve que nous avons déjà des questions qui nous ont été envoyées en amont de cette rencontre. Donc, nous les avons réunies en sous-thématiques pour plus de simplicité. Je vous soumets la première qui est autour de la thématique « Maintenir l'envie et le plaisir de manger », ce qui est essentiel, effectivement, notamment quand on est malade. Et donc, le premier message que l'on a eu est le suivant. Comment maintenir le plaisir de manger ? Je perds progressivement le goût réel des aliments, alors je force sur les épices. Si j'écoute mon estomac, je n'ai plus faim et je pense que c'est ce qui me provoque un état de mal-être tel que des vertiges lorsque je suis debout. Avant, j'étais une bonne cuisinière et une bonne festoyeuse et je marchais beaucoup, arrivant à équilibrer mon poids. Plus aujourd'hui. J'ai aussi du mal à beaucoup boire, comme si mon corps en était saturé. Avez-vous des conseils ? Donc, je relève plein de mots-clés, j'ai un petit stylo, une feuille, et je prends les mots-clés qui… Et donc, si d'aventure je loupe quelque chose, Anne-Sophie, je compte sur vous pour me rattraper et les gens qui sont en back-office. J'ai noté le mot plaisir, déjà. Qu'une dame l'a cuisiné avant et peut-être moins, voire plus maintenant. Bon, alors, tout de suite, vous savez, je laisse vagabonder mon esprit sur… il y a tellement de choses à dire. Bon, si réellement on sent qu'on n'est plus capable par la fatigue, par le stress, par des odeurs, elle disait être gêné par plein de choses, n'oublions pas qu'on est tout de suite entouré par sa famille, un voisin, un enfant, un parent, un mari et inversement, qui pourrait nous aider momentanément en espérant que lui aussi ne souffre pas de cette situation, parce qu'en fait, un aidant, il faut faire attention à lui. Mais ce faisant, voilà, la personne malade elle-même, le plus possible, essayer c'est l'objet de ce soir, de trouver des solutions, des petits trucs et astuces qui vont simplifier sa vie. Alors, le mot plaisir, ça me parle parce que j'ai écrit plusieurs bouquins dans le domaine. Je travaille avec des patients pour justement expliquer tout ce qu'on se raconte ce soir et vous le retransférer. Et très tôt est arrivée cette notion de déplaisir même, de se dire je cuisinais, je suis même chassé de ma cuisine. On a fait une enquête de 2010 à 2011 sur un petit 200 patients dans l'Oise, qui est le département où j'habite. 32% des hommes et femmes, et c'est encore plus résonnant pour une femme, sont chassés ou s'estiment être chassés de la cuisine à cause de la fatigue, des odeurs, c'est-à-dire ne s'estiment plus en capacité de faire à manger comme avant. Alors, si on a un mari, imaginons qu'il soit un peu moins allant dans la cuisine, ou des enfants qui sont d'aider, c'est quand même gênant. Bon, je sais, il y a toujours le portage à domicile, etc. Mais ce que l'on veut, c'est, et cette dame le sous-entend, rester au centre de la cellule familiale, autant que faire se peut, malgré la fatigue et les coups de mou. Et l'idée, ça sera à ce moment-là, pour garder ce plaisir, ça va être d'organiser sa cuisine. Ça va dire de simplifier certaines recettes, justement, que ce soit sur Internet, que ce soit à travers, justement, Résilience, qui propose des solutions, à travers, on en reparlera tout à l'heure, de livres et de solutions, de pouvoir faciliter par les ustensiles, faciliter par les achats. On sait qu'aujourd'hui, même quand on est fatigué, donc on peut maintenant commander par Drive. Bon, attention à la qualité des produits qu'on nous envoie par Drive, hein, mais bon, en fait, normalement, ça devrait globalement bien se passer, de pouvoir faire ses courses. Et puis soi-même, quand on peut continuer à faire ses courses, parce que faire ses courses, vous savez, c'est une forme d'activité physique adaptée. On le fait à son rythme, si on peut encore conduire et sinon de se faire accompagner, ce qui fait que tout ça fait partie du plaisir de choisir son aliment. Parce qu'on le sait, un jour on va bien, on a envie d'un produit que le lendemain, finalement, on n'a plus envie. Donc, si on est encore aux manettes pour faire ses courses, on est content de pouvoir le faire soi-même, de changer.
Parce que celui qui a fait les courses pour vous, dans ce cas-là, va être vachement déçu de dire mince, je lui avais acheté ça, elle voulait cela ou il voulait cela la veille, et puis aujourd'hui, bon, il y a moins d'entrain pour manger ce produit, donc il faut toujours trouver les plans B. Donc, en fait, vous apprenez à vous connaître, c'est évident. Vous savez que les lendemains de chimio, ça va être moins gai. Donc, à ce moment-là, on peut peut-être essayer de prévoir le coup d'après, puisque les chimios sont récurrentes, sont donc avec un cycle normalement bien connu. Donc, garder le plaisir et garder l'envie. Garder l'envie, ça va être de se trouver des recettes de saison déjà qui vont avec l'esprit de saison. En hiver, c'est vrai qu'on est plus chez soi en été, regardez les températures, on va prendre des choses fraîches en ce moment. Ça veut dire faire des assemblages du moment. Les patients vont de plus en plus sur un marché se balader en disant je flâne, je prends le temps qu'il me faut, même si je marche moins vite, et puis je vais faire un petit cabas pas trop lourd et je vais acheter les produits du moment et faire des assemblages sympas. Et sans non plus tomber dans les travers de Top Chef, bien que ces genres d'émissions de télé et autres vocations de chef soient super, on est d'accord, ça donne envie. Évidemment qu'on n'a pas le temps, les produits sont un peu chers, donc on va au mieux de son budget. Et si on peut flâner sur un marché ou dans un rayon de grande surface, bon, on achète ce que l'on veut quand on veut. Donc, d'où l'idée de, je l'ai noté en premier, de se faire plaisir, de continuer d'avoir l'envie, de continuer d'envie de faire plaisir aux autres, parce que faire à manger pour le reste de la famille, même si ce sont des choses simples, ils auront compris que vous avez un problème et qu'à ce moment-là, ils vont s'adapter aussi à vous, dans la cuisine autant qu'autour de la table. Donc au moins, déjà, voyez la fatigue, on peut essayer comme ça de la contrôler un petit peu. Bouger, c'est aussi lutter contre la fatigue, hein, il faut le savoir. Exactement. Ce ne sera pas de se jeter dans un fauteuil en disant je vais laisser faire aux autres. Et bouger, c'est quoi? C'est sortir son chien, aller cueillir le bouquet de persil dans le jardin, et avec l'amour d'avoir fait pousser ce bouquet de persil en plus, qui devrait être à peu près propre en termes de qualité sanitaire, bio et tout ce qu'on voudra. Et c'est continuer d'être au centre de la famille, ça va générer l'envie de faire pour soi et pour les autres. Si je reviens juste du coup dans ce que disait la patiente, effectivement, il y avait un sujet autour effectivement du plaisir. Elle disait ensuite qu'elle perd progressivement le goût réel des aliments, probablement un effet secondaire des traitements. Effectivement, dans les effets secondaires des traitements, on peut avoir ce goût métallique qui s'installe dans la bouche. On peut avoir des changements de goût, où avant on aimait un tel aliment et puis le retrouver sous son nez, au final on n'en a plus envie, voire ça provoque des effets secondaires qui sont indésirables. Et donc elle nous écrit en disant je force sur les épices. Est-ce que c'est quelque chose que vous recommandez ou pas? C'est une très bonne idée. D'abord, de bien se connaître pour soi-même, parce qu'une solution pour quelqu'un n'est pas forcément la même pour vous. Donc, de bien se connaître, ça permet d'avoir les bonnes habitudes et de les transférer au reste de la famille de manière à ce qu'ils ne s'y trompent pas non plus. Quand je disais organisation de la cuisine, c'est aussi de se faire peut-être son placard à soi, avec ses produits à soi, pour que le petit dernier ne vous pique pas le truc qui vous est un essentiel pour vous, alors que lui, il est tombé sur un paquet qui l'intéressait avant tout. Idem dans la gestion d'une poubelle, parce que quand on disait que cette dame est peut-être nauséeuse, elle a peut-être des envies qui ne sont plus là, ou au contraire des déceptions auditives. Ouais, pourquoi pas aussi, parce qu'on en a parlé, les sons peuvent gêner, etc. Et donc on veut plus de calme. Bon, mais c'est quand même pas le propos, honnêtement, c'est plus l'odeur, la vue aussi, on peut être gêné par des œufs au plat, on n'aime plus l'œuf parce que rien que de le voir, de ce fait, ça gêne. Bien évidemment, c'est dû à l'odeur à la base et puis aussi au goût. Donc, toutes ces déviances olfacto-gustatives sont bien connues. Elles ne dépendent pas que d'une chimiothérapie ou d'un traitement au sens large. On est plutôt sur un cumul de situations qui fait qu'à un moment, on est nauséeux, voire ayant des phases de vomissement. Des gens qui ne vomissent pas ne vomiront quasiment jamais, quoi. Par contre, un médecin dira toujours que qui a vomi, vomira. C'est-à-dire qu'on a des sensibilités au vomissement et à ce moment-là, une simple odeur, un stress pourra faire avoir cette situation émétisante, c'est-à-dire d'avoir des vomissements. Effectivement, quand on fait à manger et qu'on a des produits de rissolage qu'on appelle les produits de Maillard, que l'on brunit, que l'on rissole, que l'on marque une viande, c'est évident que on va sortir de la cuisine parce que l'odeur est trop marquée. Lorsqu'on va sortir le maroilles du frigo, s'il n'est pas dans une boîte, si on sort même des légumes, des simples légumes, l'odeur de terre peut gêner.
l'odeur même de certaines épices que certains vont plébisciter, d'autres au contraire vont les refuser. L'odeur d'une boisson, d'un café par exemple, l'odeur de café dans une cuisine. Et est-ce que pour tous ces éléments-là, vous avez des exemples ou des conseils concrets, par exemple, ouvrir la fenêtre, mettre la hotte, ou voilà, des choses effectivement voilà, c'est ça. dans sa cuisine. Alors, l'idée, c'est une cuisine, je l'espère, a généralement un point de lumière à travers une fenêtre que l'on peut effectivement utiliser pour aérer, en espérant que dehors, ce ne soit pas pire si on habite en ville. Donc, d'avoir une lumière qui est aussi plutôt bien, comment dire, une ambiance lumineuse de manière à créer du plaisir. La hotte, effectivement, si elle n'est pas trop bruyante, de la mettre en fonction. D'avoir un réfrigérateur avec le moins d'odeur possible, ce que l'on conseille. Alors, bon, je finis ma phrase et je reviens sur ce que l'on conseille. Ça va être d'avoir un frigo qui le sent le moins possible. On va mettre une coupelle avec du bicarbonate de sodium sur l'une des étagères que l'on changera toutes les semaines. On va le nettoyer avec, certes, une éponge avec de l'eau, mais surtout un petit peu de vinaigre blanc dilué à 10% à peu près. Et on va nettoyer tous les parties pour y avoir des projections. Le bac à légumes, etc., comme je disais, le mettre dans des... Alors, je vais le prononcer à la française, des Tupperware, mais en fait des Tupperware en anglais, enfin des boîtes en plastique, vous m'avez compris, de manière à sécuriser tout cela, et que la viande elle-même, une tranche de jambon, ne prenne pas le goût de frigo, parce que c'est pas mal aussi comme des côtés désagréables. Alors, ces conseils, on vous les donne sur le site Vite fait, bien fait, bienfait.fr, c'est un site totalement gratuit, bien sûr, ouvert à tout le monde. Il est cliqué par 180 000 visites par an, c'est beaucoup, c'est-à-dire 26 000 à 30 000 personnes qui s'y connectent et qui y reviennent régulièrement parce que cette maladie prend un temps assez important à être résorbé, et donc ce fait, ben oui, vous revenez souvent sur ce site et vous avez ces mêmes conseils que je vous donne, et également sur un livre qui vient de sortir aux éditions Privat, P-R-I-V-A-T, qui est de Toulouse, qui est Soigner son assiette pour bien se nourrir pendant un cancer. Et donc, vous retrouvez tous ces trucs et astuces dedans, et encore plus développés en fonction des cas de figure. Vous me parliez, Anne-Sophie, par exemple, d'un goût métallique en bouche. Le goût métallique en bouche est assez fréquent. Alors, c'est dû à plusieurs choses. Le médicament lui-même, qui peut jouer sur les récepteurs et la sensation de ce goût métallique. Il peut arriver des saignements de gencives en fonction d'un état buccal qui peut être, si la situation cancéreuse est buccale, ou s'il y a une chimiothérapie qui fait qu'on a des petits vaisseaux qui claquent, et de ce fait, un peu partout dans le corps, interne, externe, mais aussi dans la bouche. À ce moment-là, le goût du sang, évidemment, qu'il va gêner. Ce qui fait que l'on ressent le moindre goût métallique de manière exacerbée, c'est-à-dire vraiment trop puissante. Voilà. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'hypergueusie, c'est-à-dire, mais l'hypergueusie, c'est pour tous les goûts, alors que le métallique, c'est particulier. Si vous voulez plus d'informations, ça s'appelle une torque-gueusie exactement, histoire de sortir un mot scientifique, mais je ne voudrais pas vous faire peur. Et à ce moment-là, ces gens, on leur dit ne mangez plus de viande rouge, ne mangez plus de boudin, ne mangez plus de tous ces du pois chiche. Le pois chiche, c'est peut-être végétal, mais c'est un goût de fer, en fait, parce qu'il est riche en fer. Donc, c'est dommage de se passer de tout ça. Une viande rouge, c'est intéressant parce que ça apporte de l'énergie, des protéines, de très bonnes protéines. On n'a pas dit d'en manger des centaines de grammes, mais quand même, c'est bien de les trouver. C'est de la vitamine B12. Et puis, donc, dans ce cas-là, on se dit que la cuire trop pour cette fois-ci supprimer tous les résidus de sang qu'il y a à l'intérieur, ce serait dommage aussi. Donc, il y a une petite idée sympa. Ce sont les patients qui m'ont appris, en fait, cette information. On a testé, validé, et maintenant, écoutez, on ne s'empêche pas de diffuser cette information. En fait, l'on mélange un steak haché qui a été, un petit peu détrituré. On va le mélanger avec des petits cubes de fromage, plutôt genre comté. Vous voyez, on est plutôt à ne pas prendre du fromage râpé, mais des petits cubes. On va les mélanger. Les petits cubes de fromage, comté, Cantal, plutôt pas jeune, qui ait déjà un peu de goût. Et en fait, on va le mélanger à cette viande rouge. On va faire des petites boulettes taille bouchée. Et en fait, on va les cuire à la poêle, avec un petit corps gras pour ne pas que ça attache. Et ces boulettes n'ont plus du tout de goût métallique. Essayez, vous verrez. Et c'est dû à ce qu'on appelle le goût un petit peu umami, ce qui veut dire saveur en japonais, qui se trouve dans ces fromages un petit peu affinés à pâte dure pressée et qui permettent d'atténuer, voire de supprimer complètement
selon l'importance que l'on a de dégoût par rapport au goût métallique. Et ça marche fort bien. Certains, parce que ça peut ne pas suffire, ils rajoutent une toute petite touche de miel pour encore plus exacerber le goût umami et de ce fait, vraiment, selon leurs propos, et de pouvoir supprimer cela. Très bien. Et sur le sujet des épices, si on y revient un instant, est-ce qu'il y a des épices éventuellement que vous conseillez ou vous déconseillez? Est-ce qu'il y a un parti pris sur ce sujet-là? Oui, il y a un fort parti pris. Alors, je fais partie de ceux qui, en Europe, puisque maintenant on a la chance qu'Uninasal a été référencé au niveau européen dans des associations, notamment de chefs et de nutrition. Et donc, de ce fait, on partage avec les autres et clairement, on a tous le même avis. Alors, les herbes aromatiques et les épices, puisque c'est de cela qu'on parle, les deux, les herbes aromatiques et les épices, qu'on aurait dans le temps trouvé chez un herboriste qui malheureusement n'existe plus aujourd'hui. On les trouve plutôt dans les magasins bio, ce genre de choses. Vous voyez toutes les références que l'on peut avoir. En fait, ces herbes aromatiques et épices ont des vertus qui sont dites médicinales, mais qui, attention, n'auront aucun effet sur la maladie elle-même en termes de résultats thérapeutiques anticancéreux, même s'il se dit certaines choses, parce que s'ils ont des vertus pourtant qui pourraient avoir un aspect anticancéreux, ce serait à des doses qui seraient médicinales. Et auquel cas, on serait dans une médecine qui est quand même alternative, parce qu'aujourd'hui, c'est la médecine de chimiothérapie, radiothérapie, hormonothérapie et chirurgie qui prévalent. Et donc, de ce fait, ces épices, c'est en fait une forme, on va dire, d'adjuvant. Ça veut dire que ces épices et aromatiques vont permettre surtout, pour éviter, comme madame le disait, de se dénutrir à ne pas manger suffisamment. Et de ce fait, de retrouver un appétit qu'on serait en train de perdre grâce à une épice, on va donner plein d'exemples dans un instant, fait qu'on va manger, je l'espère, à peu près normalement, et de ce fait, éviter cette dénutrition qui, là, serait effectivement une opposition au traitement, puisque quand un médecin pose son diagnostic et propose ce protocole, il estime qu'on est à un poids de forme. Sauf que c'est faux. Dans beaucoup trop de cas, on est en sous-nutrition. Et à ce moment-là, la thérapeutique est tout simplement, le résultat est sous-optimal. Donc lui, ce qu'il veut, c'est que notre corps soit le plus, dans un état de forme qui permette à ce que la thérapeutique soit optimale. Donc de mieux manger et d'utiliser ces herbes aromatiques et ces épices permettant d'avoir déjà une activité, parce que sous-optimal au niveau dénutrition, ça veut dire aussi qu'on va moins bouger. Si on est fatigué, on va moins se bouger, même si c'est un tort. Et donc, de ce fait, oui aux épices, pas forcément ce qu'on appelle épices piquantes, on est d'accord. Ceux qui auront des aftes vont vite comprendre qu'ils vont s'en détourner. Oui. Oui, on n'a pas besoin. Et ce qui est souvent un effet secondaire des traitements aussi. Oui, puis ce n'est pas 2 aftes, c'est 20. Donc, à un moment donné, on a vite compris. Je vais vous donner un truc et astuce quand même pour atténuer la force d'une épice. Et puis, sinon, ça va être une épice comme, effectivement, du gingembre qui va piquer beaucoup moins. Ça va être de l'amande poivrée, ça va être des cannelles et autres. Donc, franchement, allez sur le site Vite fait bien fait. Vous aurez un détail très fort. Et vous aurez surtout une notion d'interaction avec les médicaments, parce qu'il faut se poser la question. Est-ce que ces épices pourraient avoir une interaction avec les médicaments? Alors, je réponds de la manière suivante. Pas d'interaction à dose culinaire. Ça, c'est couru, c'est sûr. Par contre, effectivement, on pourrait se dire, mais alors s'il y a un semblant d'effet, M. Pouillard vient de le dire. Dans ce cas-là, on va prendre un complément alimentaire plutôt que de rajouter une petite épice dans ma purée ou autre. C'est non. Vous voyez, le parti pris, c'est non. Déjà, si l'intention était là, parlez-en au corps médical, au praticien de soins qui vous suit, première chose. Diététicien, pharmacien, on peut avoir un pharmacien un peu plus confident, oui, pourquoi pas, bien sûr, c'est leur rôle aussi, mais surtout le médecin oncologue, parce que lui, c'est exactement les interactions potentielles. Globalement, il va se refuser à vous accepter des compléments alimentaires, il aura raison. Même si une épice est intéressante, mais à dose, effectivement, qui soit culinaire. Voilà. Très bien. Et un dernier mot. Oui. Pas essentiel non plus, parce que les huiles essentielles sont tellement concentrées comme les compléments alimentaires que là, on ferait pire que mieux. On pourrait même s'opposer à une efficacité du médicament. Donc oui aux épices, oui aux herbes aromatiques qui vont jouer sur en fait plein d'effets secondaires. Alors, je vais même dire de symptômes. Tout n'est pas lié à des effets secondaires. On est d'accord que ça peut être un effet qui n'est pas forcément lié au traitement, mais surtout aussi à la pathologie et sa localisation. Donc moi, je parlerai plutôt de symptômes.
Chaque épice, son symptôme, en fait. Ok, très clair. On va enchaîner sur une question de Sylvie dans le chat qui dit « C'est fastidieux de programmer et construire des repas en équilibrant les apports tout au long de chaque semaine. Je suis lasse de réfléchir et de me demander ce que je dois préparer quotidiennement. Est-ce que vous avez des astuces pour simplifier ?» Voilà. Et donc, cette dimension, je pense aussi la dimension famille, la dimension où la personne vit potentiellement avec un conjoint ou une conjointe, avec des enfants. Voilà. C'est ça, c'est se faire aider, partager, ne pas être dans son coin à supporter ce fardeau. Et le partager, c'est déjà une partie d'une forme de solution parce qu'on arrive à exprimer son problème. Donc, vous imaginez bien que c'est déjà extrêmement important, vous direz un psychologue. Également de les faire participer, donc pour alléger ce fardeau, mais sans vous mettre à l'écart non plus, parce que c'est pas plus intéressant que cela que de se mettre à l'écart, sauf s'il y a vraiment des nausées ou ce genre de choses, d'accord, mais après de participer à un autre moment où on va déjà mieux. Vous disiez, Anne-Sophie, j'ai loupé un moment. Si vraiment, oui, si la personne se sent, si je reprends le témoignage, faire les courses à l'avance. C'est fastidieux de programmer et de construire les repas. Ça. En équilibrant les apports chaque semaine. Et ça, je pense que malade, pas malade, c'est une question que de nombreuses personnes… J'ai noté équilibrant et le côté fastidieux. Alors, l'idée, c'est que comme le cancer, il peut y avoir un cancer avec une ou plusieurs formes en même temps. Généralement, il n'y en a qu'une. Il est localisé ou déjà un peu plus disséminé, mais je veux dire par là qu'il y a le traitement est mis en place. Il n'y en a pas 50 et il est récurrent par rapport à un cycle de choses que vous avez à faire, radiothérapie, chimiothérapie ou autre. Ça veut dire qu'on peut déjà plus prévoir les choses. C'est-à-dire que justement, on va charger son frigo ou son étagère d'épices. On sait qu'on va avoir des nausées parce que ça fait la 3e fois qu'on a des nausées à chaque traitement, à chaque séance. La 4e fois, bon, même avant, j'espère, on aura vite compris qu'on peut acheter effectivement quelque chose d'anti-nauséeux et non pas de le garder 6 mois, mais vous savez, des herbes aromatiques, ça se dépérit assez vite en termes de contamination, de poussière. Il faut bien mettre ça si c'est des herbes que vous achetez par 200 grammes dans un pot à confiture bien lavé que vous aurez recyclé, sinon d'acheter des petits pots de marque très connue, vous voyez ce que je veux dire, pour saupoudrer. Et donc, on se rend comme ça le travail moins fastidieux, effectivement, d'avoir prévu les choses. C'est une chose. On peut préparer la veille ou l'avant-veille d'une chimio en se disant, bon, je sais que pendant 2 jours, je vais être un petit peu impacté par tout ça. On prépare des choses. On peut utiliser le congélateur. Il n'y a rien de désagréable à ça, de préparer un plat. On peut portionner. Et puis, moi, je réserve des sauces. Je fais réserver des sauces dans des petits moules, genre moules à glaçons. Et puis, je prépare mes sauces à l'avance, je coule dans tout ça, et hop, le glaçon de sauce, en fait. Au moment où j'ai plus envie, certainement, de faire une sauce, je le sors et il va fondre dans ma casserole ou dans ma poêle avec le petit bout de viande que j'arrive quand même à manger. J'entends le mot équilibré. Alors, je fais exprès de vous dire, il est abusé, parce que s'il y a bien quelque chose qu'il faut faire pendant les traitements, c'est déséquilibrer momentanément, donc je travaille avec des diététiciens, donc je pèse mes mots, déséquilibrer momentanément notre alimentation pour justement restaurer et s'opposer au développement cancéreux. C'est-à-dire, on est plutôt à manger légèrement plus de protéines que d'habitude, protéines animales ou végétales. On sait fort bien que la protéine animale est plus efficace au sens métabolique et d'avoir une activité sur notre musculature qui va évidemment maintenir notre squelette et mieux nous tenir en bonne santé, en bonne énergie pour pouvoir se bouger. Ça veut dire que augmenter ce taux de protéines, ça veut dire ne pas continuer à augmenter ce taux de protéines quand effectivement la maladie sera derrière nous. La diététicienne vous rappellera qu'on revient à un vrai équilibre protéines, lipides, glucides pour obtenir les macros et les micronutriments nécessaires. Par contre, on est plutôt à augmenter le taux de protéines. Vous entendrez parler par votre corps médical, diététicien, mais aussi par le pharmacien quand vous irez chercher peut-être des compléments nutritionnels par voie orale, les fameux CNO, qui sont remboursés bien évidemment et vendus en pharmacie. Ils sont, comme on dit, c'est marqué sur la boîte, HPHC, c'est-à-dire une haute teneur en protéines, haute teneur calorique. Parce que momentanément, il faut arriver à rattraper ce que le cancer vous prélève en énergie. Après, il s'agira de rééquilibrer véritablement.
Parce qu'il prélève de l'énergie, cette cellule, ces cellules, pour se démultiplier, prélèvent de l'énergie, mais il prélève aussi sur vos muscles. Ça m'en vient à dire que quelqu'un qui est en surpoids, voire plus, pourrait dire, mais c'est pas grave, j'ai un petit peu de graisse, c'est le moment de la déstocker. Surtout pas. Surtout pas, parce qu'une personne en surpoids peut être en fait dénutrie au niveau musculaire. Et justement, il va falloir supporter cet petit excédent de poids. Et de ce fait, il n'est pas question de faire un régime quelconque. Et donc, de ce fait, protéines, lipides, glucides, de les manger comme d'habitude. Très bien. C'est très clair. Et d'ailleurs, j'ai vu dans le chat, Claudia conseillait, en répondant aussi spontanément à ce que vous disiez et à la question qui a été posée, disait le site Manger Bouger est très bien. On va dans la rubrique fabriquer des menus, on met les aliments qu'on aime et on récupère des menus pour la semaine. Et donc, j'imagine qu'en termes de charge mentale, derrière, pouvoir décliner une liste de courses, comme vous disiez, on peut passer par un drive et donc se faire livrer, ou on peut aller faire les courses soi-même au supermarché, mais ça permet de décharger la pression, de faire des repas équilibrés et des repas qui puissent convenir à tout le monde. Tout à fait, dans l'équilibre que je disais. En tout cas, ce qu'il vous déconseillait d'avoir. Exactement. Et puis, comme vous disiez, c'est aussi faire participer les proches. Pour moi, ça peut faire partie. Je connais des patients qui ont une espèce de conseil de famille une fois par semaine avec les personnes avec qui ils vivent à la maison. Et ça peut être un moment où on se dit, on prend 15 minutes et on se dit, les envies de chacun, chacune. On va sur le site Manger Bouger où on se pose à la maison, on définit des repas et ensuite on définit aussi qui s'occupe des courses, qui va s'occuper de cuisiner, qui prépare tout ça. Si le patient ou la patiente est en forme, elle peut se rendre active. Si par contre ce n'est pas le cas, c'est comment on répartit la charge auprès des proches au sein de la famille ou des aides qu'on peut avoir ça et là. Comme vous disiez, il y a aussi le congélateur qui est aussi un super ami quand on est malade et qu'il y a des moments où, face à la chimio, on a des moments où quand on sort de chimio, on a très peu d'énergie et puis petit à petit, ça va revenir. Comment on fait face à cette chronicité? On peut effectivement l'imaginer en anticipant, en planifiant, en s'organisant. Et avec l'aide des proches, c'est encore mieux. Et donc, effectivement, et après, une des autres ressources que vous citiez aussi, c'est que selon le centre de soins dans lequel vous êtes pris en charge, vous pouvez avoir accès à des soins de support et donc possiblement à un diététicien qui pourra vous conseiller, répondre à vos questions si vous avez des questions précises sur le sujet. Votre équipe de soins est bien évidemment aussi à votre écoute pour répondre à vos questions. Et puis, vous avez aussi votre pharmacien et votre médecin généraliste pour la ville qui pourront aussi, là encore, vous accompagner si à un moment donné de votre parcours, vous avez des questions sur le sujet. Et ça m'invite à rappeler, suite à cela, tout à fait d'accord, Anne-Sophie, c'est que le manger fait partie des soins. Elle l'a dit, soins de support. En fait, on parle de médecine classique, le fameux arsenal thérapeutique que nous utilisons, mais aussi il y a cette médecine complémentaire, je n'ai pas dit alternative. Alternative, ça voudrait dire je ne vais pas du tout voir les soins classiques et je vais voir je ne sais pas trop qui va me raconter des trucs un peu bizarres, auxquels j'ai envie de croire. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, par contre, la médecine complémentaire fait qu'on a une médecine intégrée. On parle d'ailleurs de médecine intégrative, soins de support plus médecine conventionnelle. Et donc, oui, bien sûr, les deux vont faire qu'on va mieux passer ce long chemin, parce qu'il n'est quand même pas court, ce chemin. On va avoir des séquences de chimiothérapie, de traitement, voire de chirurgie. Et donc, oui, ça peut durer. Je voulais dire aussi, j'ai oublié, donc soins de support, je voulais absolument apporter cette notion. L'activité physique adaptée fait aussi partie des soins de support, même des choses comme l'hypnose, la gestion de la douleur. C'est en fait, comme vous disiez, Anne-Sophie, une commission menu, comme dans les hôpitaux, on se le fait à la maison et on voit qui va faire quoi. Alors, effectivement, le fait que ce soit chronique, parce que vous savez, c'est une maladie chronique en définitive, on sait que cela va durer. Moi, j'ai 62 ans. J'ai été formé il y a longtemps par des médecins et autres qui étaient d'un état d'esprit de absolument avoir un résultat curatif le plus vite possible de cette fichue maladie. Vous imaginez que ce n'était pas forcément le bon compte. Aujourd'hui, on prend son temps un petit peu plus, on adapte la dose à la personne, son âge, son état psychologique, son état de dénutrition. Et de ce fait, en fonction, on adapte la dose et ensuite, on voit comment cela réagit. Évidemment, on va jusqu'au bout de la séquence curative. Mais c'est vraiment quasiment, j'exagère un petit peu, individuel. Donc, on a vraiment, comme on dit, un paradigme qui a changé. Aujourd'hui, on ne s'occupe pas d'un cancer, on s'occupe d'une personne qui a cette maladie. C'est complètement différent. Moi, il y a
30 ou 40 ans, on ne se serait pas préoccupé, on n'aurait pas eu la réunion de ce soir. Parce que c'est le médecin avant tout, donc la délivrance par le pharmacien potentiellement, et c'est tout. Aujourd'hui, on a compris qu'on avait une vie avec et que l'on devait faire avec, et à ce moment-là, on prend tout en compte. Du coup, en vous écoutant, j'ai une question qui me vient. J'imagine que vous aurez peut-être quelques clés de réponse. Est-ce que vous auriez des conseils pratiques de quoi avoir en basique dans sa cuisine en termes d'épicerie, de fond de frigo et d'ustensiles ou d'équipements? Qu'est-ce qui, selon vous, notamment face à la maladie, peut simplifier Votre question est super intéressante, mais là, ça va nous prendre quand même un petit peu de temps. Ce n'est pas que je veuille faire de la pub ou quoi que ce soit, mais moi, je vous propose, je le montre à l'écran, j'avais demandé l'autorisation d'abord aux organisateurs. Le livre s'appelle, alors attendez parce qu'il est flouté, « Soigner son assiette pour mieux vivre pendant un cancer ». Voilà, tous les bénéfices vont à la recherche contre le cancer et à l'onconutrition. Dedans, vous y trouverez, alors je n'ai pas les pages par cœur, si c'est bien moi qui l'ai écrit, absolument comment garnir ces tiroirs, acheter, alors un simple exemple, c'est tout ce que je vais faire, quelques exemples, Anne-Sophie, plutôt que de prendre un couteau métallique, on va prendre un couteau en céramique, c'est vachement léger, ça coûte de moins en moins cher, parce qu'avant, ça coûtait un peu cher, cette affaire. On va prendre, quand on a des problèmes de paresthésie, que le froid génère des fourmillements dans les mains au point de lâcher son ustensile de cuisine, on va prendre des gants tout fins qu'on va trouver dans la solderie du coin à 2 €. Le frigo, comme je vous disais, d'essayer de le ranger avec son compartiment à soi pour ne se faire piquer ses affaires. Son fromage, son produit laitier qu'on avait plutôt pris parce qu'on se dit par exemple, moi je veux des petits Suisses parce que le petit Suisse c'est bien vachement riche en protéines, ça coûte pas cher, je casse des petits pots en fonction, sauf que le petit dernier évidemment s'est gouré, il a pris le petit Suisse pour son yaourt, donc on se dit ça c'est à moi. D'essayer d'avoir des ustensiles avec non pas le manche mécanique quand on a une paresthésie, mais des manches en plastique de manière à ce que ça ne fasse pas de fourmillement, d'avoir des assiettes légères, d'avoir une assiette compartimentée qui ne soit pas avec purée, sauce, viande en même temps, parce que le jour où on a décidé en fait que la sauce ne convenait pas, sauf qu'elle aura touché la viande, la purée, finalement, on ne mange rien. Donc, beaucoup de patients ont acheté, pareil dans les solderies, ça se trouve partout, des assiettes compartimentées à trois compartiments, on appelle ça des assiettes mosaïques. Si on a des soucis un petit peu par rapport à si c'est une situation cancéreuse oropharyngée, à bouger la tête et qu'on se dit, bon, pour éviter une fausse route, je prends un verre, alors non pas un verre canard, ça n'existe plus avec le petit bitonio pour sucer le verre, non pas du tout, on a un verre avec une encoche, donc ça se trouve en pharmacie, ça se trouve dans la parapharmacie aussi. Ça va être d'avoir toujours une bouteille d'eau au frais, bouteille d'eau gazeuse ou non gazeuse, selon les préconisations de la diététicienne ou ce que vous aurez regardé tu viens de faire le livre en se disant, tiens, quand on a une suspicion, un risque de fausse route, on va prendre une eau gazeuse parce que ça va tout de suite titiller dans l'arrière-gorge et ça va permettre de déglutir au bon endroit et pas dans les poumons. Et ainsi de suite, d'avoir effectivement un pot de mayonnaise, ou un tube de mayonnaise dans le frigo en disant tiens je vais pouvoir quand j'ai une viande trop sèche du beurre, de la crème, pouvoir effectivement déliter un peu cette viande avec un peu de mayo et de dire ça passe mieux, je peux la mâcher parce que sinon c'est sec parce qu'on a en ce moment moins de salive et de ce fait de ce coup ce bout de poulet il est difficile à retourner en bouche. Ouais. Donc, c'est plein de petites choses comme ça, c'est moult détails, avoir une casserole qui ne soit pas trop lourde et qu'on se réserve pour soi, d'avoir une râpe, d'avoir un mixeur plongeant, d'avoir une bouilloire. Franchement, aller sur cette liste, donc là, c'est plus dans le livre où il y a ça, avec tout le nécessaire et le minimum est le suffisant. Super. De toute manière, on référencera votre livre, on vous repartagera les références du livre pour celles et ceux qui nous écoutent. Je vais faire le lien avec le témoignage de Laetitia dans le chat par rapport à ce que vous disiez. Elle nous dit « J'ai segmenté mon alimentation entre mes chimios, qui sont tous les 12 jours. Pendant la chimio, je mange très peu, mais je me force à boire. De l'eau pétillante passe mieux que de l'eau plate. Ensuite, j'y vais crescendo, je me focalise sur de la protéine et ce qui m'attire en petite quantité. Puis cela va de mieux en mieux et je finis mes 12 jours à manger normalement
voire à manger plus en anticipation de mon quasi-jeûne de chimio. C'est ça. Et j'aime bien le quasi-jeûne. Bon, j'ai un ami proche, quand je dis proche, ami professionnel, qui s'appelle un dénommé Bruno Reynard, qui a été cité tout à l'heure. Et on fait beaucoup de choses ensemble. Et il disait toujours manger avant tout, premièrement, dans une journée ou dans les jours qui suivent ou avant une chimiothérapie. Et il disait surtout fragmenter l'alimentation. C'est pas parce que c'est le petit-déj, le midi, il est midi ou le goûter ou le soir en famille. On n'a pas envie de manger, et ben on ne mange pas. On mangera à 16 heures parce que justement, il y a dans le frigo ces petites portions qu'on s'est mis de côté, cette petite vache qui rit, ce petit gâteau dans le placard, ou le plat préparé à l'avance, portionné ou pas portionné. Et puis le côté fractionné. Ce qui fait qu'on mange un bout, bon, ça passe pas bien, et ben on recommence à 4 heures. C'est pour ça que l'on prend, nous, des petits plats à faire maison. Au pire, acheter tout fait, mais faites gaffe au sel, etc., qu'il y a dedans, ou les additifs. Hein. Moi, je suis fan de tout ça, mais si on est en capacité de pouvoir soi-même cuisiner ou trouver quelqu'un qui cuisine, bien, effectivement, faire un plat qui se mange à différentes températures. Ça peut être sympa, chaud, tiède, froid. Ça peut être un plat qui se mange justement, qui ne soit pas trop à se manger un steak à 4 heures, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas une petite boulette, justement, dont on parlait tout à l'heure, à 4 heures, ben, on se la fait, cette boulette. Il n'y a rien de désobligeant. Aucune diététicienne ne vous en voudra. Exactement. Moi, ce que j'entends dans ce que vous dites, et pour moi, c'est effectivement souvent un conseil que j'ai entendu et qui a été souvent donné à des patients, c'est de suivre ses envies comme fil rouge, en fait, quelque part, parce que, et voilà, comme vous dites, quand vous voulez, de la quantité que vous jugez adaptée à votre faim, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de règles à suivre quand on est malade. Vous mangez si vous avez envie, ce dont vous avez envie. Il y a de nombreux patients qui perdent le goût, qui perdent l'envie, qui perdent la faim. Le plaisir n'est plus là. Or, selon moi, il devrait continuer à être présent. Et donc, quelque part, c'est à l'inverse, les conseils qui sont souvent, souvent je préconise aux patients que j'ai pu rencontrer, c'est tester, expérimenter, ramener de la gourmandise, de la légèreté, de l'envie, du plaisir. Revenez dans cet état un peu enfantin de j'ai envie à nouveau, parce que la maladie me bloque sur énormément de choses et me restreint dans de nombreux champs, c'est de garder ce plaisir, revenir à l'essentiel. J'ai envie de manger un gâteau, je vais manger un gâteau. J'ai envie de manger une salade, je vais manger une salade. J'ai envie de manger un steak à 4 heures. Voilà, c'est suivre. Et un gâteau ne veut pas dire forcément sucre et gras. Exactement. On peut y rajouter des protéines. Vous le savez fort bien, même on peut ajouter un CNO dans un gâteau, dans une crème anglaise. D'ailleurs, ce côté crème anglaise, c'est-à-dire en clair, c'est-à-dire œuf, farine, lait. On peut y rajouter ce qu'on veut dedans, ça peut partir en quiche. Donc à ce moment-là, c'est plus un gâteau, enfin au sens dessert, ça devient quelque chose qu'on peut manger en entrée ou en plat selon la taille. Ça peut se transformer en gâteau si d'un seul coup on y rajoute un peu de farine, ça devient une crème pâtissière. On y rajoute même des légumes, des fruits, parce qu'on peut faire du sucré et du salé. On s'improvise. Alors, j'aime bien, Anne-Sophie, vous dites, on retourne un peu dans ce délire de l'enfance où on veut plus, on change, etc. Moi, j'ai envie de vous dire aussi, improvisez-vous un petit peu le petit chef, à dire, je teste, je fais de la cuisine. Vous savez, quelquefois, les malades qui étaient avec moi pour faire tout ce travail en 2010, j'ai goûté les trucs, j'ai dit, oh, c'est pas génial ce truc. Ils m'ont dit, oui, mais... Et les autres ont goûté, qui avaient le même problème de déviation du goût, etc. Ils m'ont dit, mais si, c'est génial. Mais vous ne pouvez pas le savoir, vous n'avez pas de déviation du goût. Ah. Il y a même des chercheurs qui ont tenté de faire une sorte de potion pour que les gens qui, comme moi, vont créer des recettes, une potion qui dévie mon goût pour rendre ma bouche un peu bizarre, pour ensuite tester des choses. C'est des amis belges avec qui je bosse. Ils n'ont pas encore réussi tout à fait, mais un jour, ça se fera de manière à pouvoir créer des choses. Vous savez qu'il y a un grand chef 3 étoiles au guide Michelin, il y a quand même vachement longtemps maintenant, américain. Il a été opéré de la langue, il a perdu le goût, etc. Et il s'est mis à pleurer de ne plus être chef, évidemment, dans son resto, hein, parce qu'on est complètement passionné dans ce métier. Et donc, en fait, vu ces déviances du goût, il a été soigné, et il a retrouvé non pas un goût normal, mais au contraire, il est resté dans sa cuisine fusion un peu bizarre. Il a eu 3 étoiles au guide Michelin 5 ans après. Il a fait une cuisine fusion qui, là, par contre, a plu au plus grand nombre quand même. Et puis, de ce fait, il a retrouvé ses étoiles. Incroyable. Ouais.
On a en question supplémentaire, faut-il mettre l'accent surtout sur les crucifères, toutes les sortes de choux, car ils seraient soi-disant anticancérigènes, ou plutôt tous les légumes en général, donc de manière diversifiée. Comment les cuisiner? Est-ce que ça a un impact sur la récidive possible? Alors, j'ai noté crucifères et tout ça. Alors là, vous tapez dans mes amours de travail. J'ai fait une thèse sur toute cette alimentation qui peut apporter un intérêt sur la santé en cancérologie. Alors que même, je n'étais pas dans la cuisine à l'époque. Alors, parce que moi, je cherchais à quoi? Je cherchais une source. Alors, allez, je reprends. Il y a un petit acide gras qui s'appelle de l'acide butyrique. C'est pourtant un acide gras saturé, mais vu qu'il est de petite chaîne, il est très bon pour la santé, alors que les longues chaînes, c'est pas bon pour la santé cardiovasculaire, etc. Ça va donner des graisses saturées, c'est pas très bon, vous l'avez entendu dire. Ce petit acide gras, normalement, on en a tout le temps dans notre corps. Sauf qu'on s'était aperçu que quand on n'en a pas assez, on était plutôt à tendance à avoir des risques de maladie. Quand on en a pas mal, eh ben on va plutôt bien. Et on amoindrit le risque de cancer et autres maladies cardiovasculaires, etc. Donc, ça veut dire qu'on a pensé à dire on va enrichir notre alimentation, puis certaines populations qui en ont beaucoup de cet acide gras, d'où est-ce qu'ils le tirent? Il y a eu la même histoire sur les oméga-3. Bon, petit acide gras aussi, qu'on appelle oméga-3, bénéfique pour la santé. Et donc, on s'est aperçu que, et je reviens à mes crucifères, c'est que c'était les crucifères et que la fermentation de certaines de ces crucifères et puis d'autres, des céréales, des petits sucres complexes qui fermentent dans l'intestin et qui, grâce à notre flore intestinale, on parle de microbiote, eh bien, notre intestin sert à ça, à nous aider à digérer certaines choses comme les crucifères. Et au final, ces crucifères nous rendent des produits intéressants via la fermentation qui nous donne de l'acide butyrique dans le sang, puisque de l'intestin, ça passe dans le sang, et ça nous permet de stimuler notamment le système immunitaire et de nous prévenir de maladies. Bien. En plus, les crucifères, intrinsèquement, en plus des autres, je vous parlais de glucides complexes, je pense à certains amidons, mais les crucifères, ce n'est pas de l'amidon. Elles ont en plus un truc qui s'appelle des glycosinolates entre nous, et donc, en fait, il y en a beaucoup dans le brocoli. Il y a même nos amis anglais qui ont trouvé le moyen de faire des OGM de brocoli avec plus de glycosinolates que la nature nous en a donné. Bon. Ouais. OGM, quoi, en fait. Moi, je ne suis pas trop là-dessus. Après, je ne sais pas du tout. Je ne prends pas parti. Comment? Donc, c'est plutôt conseillé pour… en tout cas, les crucifères, alors c'est le chou de Bruxelles, c'est le brocoli. Alors attention, le brocoli est doublement sympa qu'il est plein de glucosinolates, même le brocoli normal de votre jardin, etc., et ne donne pas de fermentation dans l'intestin, c'est-à-dire de ballonnement et de mal de ventre. Parce que quand on a déjà un cancer localisé, je ne sais pas, un gynéco-pelvien, on a déjà du mal par là. Si en plus on a des ballonnements qui appuient sur la zone, on n'est pas content. Donc attention aux crucifères, elles sont, comme on dit, méthanogènes, sauf ce chou-là. Alors, broco et chou, ça va me revenir. Chou blanc, rouge, ils sont tous méthanogènes et vont donner des ballonnements. Et auquel cas, pour les cuire, il faut mettre du cumin ou du carvi et vous ne serez pas ballonné. Quand même, il y a des solutions. Du chou, le pak choi. Okay. Aussi, pas de ballonnement et plein de très bonnes crucifères qui va donner de cette bonne fermentation, mais juste ce qu'il faut. Et puis, il en manque un, le chou cal. Calé, vous l'appelez comme vous voulez, K-A-L-E. Et tous les autres sont fermentescibles, donc attention quand même à trop en manger. Mais il paraît que c'est un quasi-médicament, non pas anticancéreux direct, mais de par l'acide butyrique qu'il libère. Ok. Et vous conseillez de les cuisiner d'une manière particulière? Est-ce que c'est mieux de les faire à la vapeur ou voilà, comment… Non, il faut les faire à l'eau à l'anglaise, dans une grande bassine d'eau, une grande cuve d'eau. Pourquoi? Et de faire une première eau. C'est-à-dire qu'ils sont tellement puissants dans ce côté méthanogène, comme les choux-fleurs, que vous balancez la première eau. Parce que c'est là que… Et surtout, vous n'utilisez pas cette première eau pour faire la soupe.
vous allez le regretter. Tellement il est fort, justement, il peut stimuler le transit intestinal, etc. Prenez la deuxième eau, seulement là, vous la salez, vous mettez du cumin, du carvi, en fait, c'est la même chose, hein. Cumin, carvi, c'est la même espèce. Et donc, en fait, là, il n'y a pas de flatulence, et puis vous bénéficiez, malgré qu'on a fait ce lessivage de la première eau, tandis qu'en vapeur, il n'y a pas vraiment de lessivage, hein. C'est la vapeur qui vient se coller dessus, donc attention, l'effet méthanogène sera là, c'est-à-dire d'avoir des gaz. Très clair. Et une autre question qu'on avait dans le chat d'Antoinette, je fais le lien direct. Est-ce que consommer les légumes de manière générale en jus est une bonne idée? J'imagine avec un extracteur. Oui, tout à fait. Très bonne idée. Cuit, cru, crudité, les deux. C'est une très bonne idée. Nous, on en fait beaucoup ici. Ouais, tout à fait. Dès le matin, attention le soir, parce que s'il y a certains légumes ou fruits, les deux, on peut mélanger les deux, hein, il y a de super bons trucs. Allez voir sur le site internet Vite fait bien fait, il y a des petits mélanges sympas comme ça. Ça peut même tourner finalement en soupe froide, en gazpacho, là, vu qu'il fait chaud. Ça tombe bien. Attention quand même à la vitamine C le soir, hein, parce qu'il faut gérer le sommeil, sinon on peut être un peu zébulon dans le lit à sauter partout, parce qu'effectivement, on a pris un peu trop de vitamine C. Hein. Mais oui, évidemment, profitez de ça. Et profiter des fibres, parce qu'en plus, on a l'extracteur permet d'avoir, alors malheureusement, on ne garde pas toutes les fibres, le mieux, c'est de manger le fruit tel quel ou les légumes, hein, bien sûr, mais quand même, l'extraction au petit déjeuner, ça peut être sympa. Très bien. C'est très clair. Alors, on a énormément de questions et on a quand même un temps qui est relativement limité. Il nous reste 9 minutes puisqu'il est 19h21. Donc, moi, je vais vous proposer encore… il y a 2 questions qui me restent qu'on peut aborder là, selon moi. Et donc, la première de Patrick dit « Les aliments bio sont-ils recommandés ?» Alors, globalement, bah oui. Moins il y a d'additifs, mieux on se porte. Ça porte, c'est pas pareil dans les plats tout prêts. Ça, c'est clair que moins il y a d'additifs, parce qu'on pourrait gentiment dire, c'est pas grave, il y a un petit texturant. Bon, enfin, qu'on a déjà un intestin fragile, mais qui sait véritablement que la xanthane dans un aliment va effectivement faciliter, on ne le sait pas. Donc là, on peut se faire avoir. Et également, pour revenir au fond de la question, le bio, c'est quand même plus sain. Attention, lavez bien les légumes, prenez une eau que vous mettez un pourcentage de vinaigre, quand même de 5% de vinaigre blanc, de manière à essayer de détoxifier la pellicule autour. Et puis, s'il n'est pas bio, épluchez l'aliment, bien évidemment, épluchez l'aliment. Alors, c'est dommage, hein, parce que regardez une courgette, tous les ingrédients sympas pour la santé sont dans la peau. Donc, si elle est bio, qu'elle sort de votre jardin, ou vous vous assurez qu'elle est bio, surtout, vous gardez la peau. Alors qu'à l'inverse, une peau de concombre, il vaut mieux la retirer, parce que généralement, elle accélère le transit, sauf si inversement, vous êtes un peu constipé, vous pouvez garder la peau de concombre, ça va vous aider. Donc, le mieux, c'est quand même le bio. Mais il y a les faux amis aussi. Le bio, les aliments bio qu'il faut vraiment prendre en bio, c'est la pomme de terre, les abricots, les cerises, les fraises. Parce que là, on y va largement, hein, sur les produits phyto. Par contre, regardez un avocat qui soit bio ou pas, très franchement, la coque arrête tout. Donc, effectivement, à l'intérieur, on trouvera quelque chose de propre. Ce n'est pas Philippe Pouillard qui le dit, c'est vraiment des études du CNRS de Montpellier qui le prouvent. Donc, vous voyez, il y a des choses quand même où, dès qu'il y a une coque autour, une mangue, par exemple, il n'y a pas de problème là-dessus. D'accord, très bien. Préférablement, évidemment, du bio. Très bien. Et donc, le conseil, c'est on rentre du marché ou des courses, on met dans son évier, on remplit d'eau, on met un peu de vinaigre dedans, on laisse à tremper les légumes et les fruits, on les fait sécher et comme ça, on est sûr que… 10 minutes de trempage et puis effectivement, voilà. On les range. Tant qu'à faire. Ok, très bien. Un petit sachet en plastique, en papier justement, au réfrigérateur, dans le bas. Enfin, selon votre type de frigo, il y en a, ils sont no frost, on met les légumes en haut, d'autres en bas. Très bien. Je prends une autre question dans le chat. Nicole nous dit « Bonjour, le cancer m'a fait beaucoup grossir. La fatigue très importante liée au traitement fait que je n'ai plus de frein à des pulsions de manger. Comment faire dans ce cas ?» Alors, c'est vrai qu'une chose, alors tout ça c'est dû au stress, hein, c'est clair, c'est lié au stress. On peut avoir un stress lié à une forte prise de poids rapide, inattendue, évidemment, alors qu'on n'était pas habitué à ça. Inversement, son contraire, bien sûr, c'est une forte baisse de poids, évidemment que c'est ce qui va nous arriver. Et on peut avoir une réaction compulsive, de pouvoir ce coup-ci
trop manger. Et de ce fait, vous savez, les conseils, c'est d'essayer de se réfréner. Moi, je suis quand même que dans la cuisine, le fait de faire des portions pour essayer de manger moins, mais attention, si on est vraiment compulsif, on peut aussi manger 4 portions et pas 3. Donc, c'est peut-être un mauvais ami, mon conseil. C'est pas évident. 70% des cancers sont plutôt à devoir consommer de l'énergie, mais malgré tout, certains d'entre eux, notamment hormonodépendants, on doit se réfréner parce qu'on prend du poids. Je suis un peu sec sur cette réponse parce que peut-être, Anne-Sophie, vous avez vous-même, de par les expériences de tout l'entourage, mais je sais que ce n'est pas simple, le côté se réfréner de manger à des moments de la journée. Ça dépend de vous aussi. À quel moment de la journée ça vous prend de sauter sur quelque chose. Essayez de voir si à ce moment-là, vous ne pourriez pas avoir une autre activité qui vous permettrait d'éviter de se diriger vers un morceau de quelque chose. Exactement, je pense que Nicole, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Je comprends cette notion de ne pas avoir de frein et donc de pouvoir être un peu sans limite. Dans les soins de support, on a parlé du diététicien. Donc déjà, je vous inviterai à en parler à votre équipe de soins. Si vraiment vous avez pris beaucoup de poids et c'est une souffrance pour vous, effectivement, le stress, comme dit le professeur Pouillard, c'est quelque chose de très présent et donc qui peut être très pesant pour vous. Donc, en parler à votre équipe de soins pour qu'ils soient au courant et qu'ils puissent vous conseiller là-dessus, c'est déjà un premier élément. Un soutien psychologique, on n'y pense pas forcément spontanément, mais le stress, les angoisses, ce qui va vous traverser par l'esprit, souvent, on dit souvent, en tout cas, quand on parle d'alimentation, que des fois, quand on parle de ces pulsations, c'est peut-être qu'on mange ses émotions. Et donc, peut-être qu'au lieu de les manger, si on voyait quelqu'un pour mettre des mots sur ses émotions et comprendre derrière ces émotions quels besoins se cachent, et pouvoir ensuite essayer de trouver des réponses sur comment répondre à ces besoins et ne pas avoir à combler tout ça par l'alimentation, ça peut être aussi une manière de faire. Et donc, peut-être que de consulter, encore une fois, dans votre centre de soins, il y a des services, il y a des types de soins, il y a… à l'hôpital ou en ville. Et après, si l'hôpital possible vous renvoyer à un psychologue ou un thérapeute qui se trouve en ville et que vous puissiez consulter au long cours chaque semaine, indépendamment du temps que vous soyez à l'hôpital ou que vous soyez à la maison. Ça peut faire partie des solutions. Et puis, effectivement, à l'hôpital et là encore au diététicien, vous pouvez aussi demander quels seraient des snacks sains qui existent. Par exemple, on parlait tout à l'heure de fruits et de légumes. On est dans une saison exceptionnelle. On arrive à l'été où on a la chance d'avoir un verger et un potager qui sont remplis d'énormément de fruits et de légumes de saison délicieux. Se couper un concombre et pouvoir avoir des rondelles de concombre à grignoter quand effectivement vous sentez qu'il y a une faim ou qu'il y a une envie qui monte. Exactement. Dans le concombre, il n'y a quasiment rien en énergie. Tout à fait. Exactement. La pastèque, le concombre, ça fait partie des choses qu'on peut d'énergie et ça va vous hydrater aussi puisque c'est plein d'eau. Enfin, voilà, il faut réfléchir un peu quels pourraient être les snacks un peu plus sains que vous pourriez avoir sous la main et qui pourraient venir soulager effectivement la faim que vous ressentez ou effectivement ces phases de pulsion que vous mentionnez. Il nous reste 2 minutes. Je vois 2-3 trucs là. Effectivement, attention aux pamplemousses, aux agrumes, effectivement, qui peuvent jouer sur la chimie. Surtout le pamplemousse. Vous oubliez définitivement le pamplemousse et dans un hôpital, ça ne devrait pas exister. Parce qu'il y a des interactions avec les traitements, quels qu'ils soient, vous embêtez pas. Par contre, certains agrumes, je vois passer le citron, évidemment, c'est intéressant justement pour acidifier le corps, pour mieux assimiler les aliments. Effectivement, en termes de constipation, ce sont vraiment c'est en cas de diarrhée, pardon. Et je vérifie dans le bouquin, vous voyez, j'ai le bouquin à ma droite, quand je ne suis pas sûr de moi, le citron est bien un fruit conseillé en cas de diarrhée. Parce qu'il y a une question là-dessus. Attention effectivement aux sources d'isoflavones, c'est-à-dire effectivement le soja et l'avoine, comme j'ai vu tout à l'heure, parce qu'effectivement… Oui, voilà, parce que Sylvie nous demandait que pensez-vous des boissons à l'avoine? Donc j'imagine les laits il y a des isoflavones dedans. Or, quand on a un traitement anti-œstrogénique et qu'on va reprendre des oestrogènes à côté, ce n'est pas un bon plan. Ok. Donc lever le pied sur les boissons à l'avoine le temps des traitements. Tout à fait, qui dure un peu longtemps, parce que si c'est un temps de traitement anti-œstrogénique, c'est 3 à 7 ans. Très bien. Donc, quand vous parlez de ça, c'est plutôt de l'hormonothérapie, du coup, c'est ça. Sous hormonothérapie anti-œstrogénique en post-traitement interventionnel, à ce moment-là, pendant 3 à 7 ans, on peut effectivement avoir ce genre de… C'est une forme de chimio, bien sûr, mais qui est plus light. Mais qui donne malheureusement des douleurs. À ce moment-là, il y a aussi… Allez voir dans le livre, on a pas mal de choses. On a bossé récemment sur la douleur.
Anne-Sophie. bien. Bah, écoutez, on arrive au terme de cette rencontre. Ça a été très riche. J'espère qu'on a pu traiter un maximum de vos questions et de vos retours dans le chat. Je vous laisse conclure avec quelques mots, professeur Pouillard. Écoutez, on a beau être, alors en fait, je ne suis pas professeur puisque je suis en universitaire privé et on n'a pas le droit de s'appeler professeur, c'est Dr Philippe Pouillard, c'est pas grave, vous m'honorez de ce titre, mais comme ça je remets les pendules à l'heure, mais évidemment, donc on travaille, mon dernier mot c'est grâce à vous qui nous aidez, qui êtes malades et qui êtes justement en front sur vos expériences, merci de continuer à aider la recherche. Après, nous on fait que refiltrer tout cela et vous le redonner à travers des ouvrages, des sites, l'intervention justement de ce que fait Résilience, et ça nous permet d'avancer pour les autres. Donc, continuez d'être curieux et curieuses, continuez évidemment d'y croire parce que manger fait partie des soins, et dans un hôpital, on essaie de leur faire comprendre que la restauration est le prolongement de la prescription médicale. C'est vachement fort de dire ça, hein, et ils commencent à nous écouter, ça c'est important, dixit Bruno Reinhardt. Et puis, voilà, respecter les saisons, c'est important. Les saisons égalent le plaisir et ils sont en correspondance avec le soleil et tout ça. Et donc, c'est extrêmement important. Partagez avec les autres, partagez vos expériences. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à avoir ça. Et donc, ça va vous aider, c'est sûr. Tout à fait. Et puis, voilà, comme on a dit tout à l'heure, suivez vos envies, du plaisir, de la gourmandise, de la diversité. On est dans une saison où, effectivement, vous trouverez beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Essayez, expérimentez, voyez ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. La diversité viendra remplir votre assiette. Et moi, je vous donne rendez-vous le 16 juillet prochain pour le prochain rendez-vous résilience qui sera sur la peur de la récidive. Et donc, je serai accompagnée normalement de mon acolyte de toujours, le docteur Fanny Jacques, qui est psychiatre ici chez Résilience. Je vais vous souhaiter une excellente soirée à toutes et à tous. Un grand merci d'avoir été présent avec nous ce soir pour ce nouveau live. Un grand merci Philippe Pouillard d'avoir été aussi à nos côtés et de nous avoir donné autant de conseils pratico-pratiques face à l'alimentation, face au cancer. Et puis, je vous dis à bientôt. L'heure étant, bon appétit. Exactement. Au revoir. Au revoir.